Il y a une vérité que Diana Ross porte en silence depuis plus de 50 ans, un lien étrange, complexe et obsédant que même les confidents les plus proches de Michael Jackson n'osaient que murmurer. Elle a déjà été la sœur de sa mère, a-t-il dit un jour de manière énigmatique. Le reste. Il ne l'a pas dit, mais c'est ce silence même, l'ambiguïté, l'intensité du non-dit, qui les a consumés tous les deux pendant la moitié d'une vie. Ils ont partagé un appartement pendant le tournage. Il n'a pas assisté à son mariage. Et dans son dernier testament, il lui a donné le nom de sa mère. Des actions discrètes, subtiles mais profondes. Personne n'osait le dire jusqu'à présent. À 81 ans, Diana Ross a enfin rompu le silence. Non pas pour faire du théâtre, ni pour attirer l'attention, mais peut-être parce qu'elle s'est lassée de retenir quelque chose d'aussi lourd, d'aussi déterminant. Ce n'est pas une histoire d'amour. C'est le plus grand secret que Michael Jackson ait jamais emporté dans sa tombe. Et maintenant, il commence à s'effilocher, couche par couche. Plus vous écouterez, plus vous aurez le souffle coupé. Likes, commentez et abonnez-vous si vous êtes prêts à entrer dans ce labyrinthe inéluctable. Tout le monde ne sait pas que Michael Jackson a rencontré Diana Ross pour la première fois lors d'un événement organisé par la Motown, alors qu'il n'avait que 9 ans. Un petit garçon aux yeux ahuris, debout dans une salle remplie d'adultes, de regards scrutateurs et d'attente. Il n'a pas beaucoup parlé, se contentant de se tenir près de ses frères des Jackson 5, les mains tremblantes, tout en essayant de paraître calme. Et puis, au milieu de la foule, une femme s'est approchée, s'est penchée et l'a appelé mon cœur. C'est à ce moment précis que tout a commencé. À cette époque, Diana Ross n'est plus une étoile montante. Elle était déjà la reine de la Motown. Une femme considérée comme une icône parfaite. Belle, volontaire, sachant se tenir et répondre à toutes les questions comme si elles avaient été écrites à l'avance. Elle avait tout ce que Michael n'aurait jamais pensé toucher, la permission de briller. Quand elle le regardait, ce n'était pas comme les autres. Il n'y avait pas de pitié, pas de prudence. Juste un regard doux et profondément compréhensif. C'est ainsi que Michael s'est attaché à elle à partir de ce moment, sans pouvoir l'exprimer clairement dans son cœur. Mais plus tard, il l'a résumé en une phrase, mère, sœur et amante, tout en un. C'était une affection particulière, différente de toute autre relation. Pas tout à fait maternelle, pas tout à fait idole et fan. C'est plutôt comme s'il avait trouvé un endroit où respirer dans un monde qui lui demandait toujours de devenir quelqu'un. Elle lui a donné le sentiment d'être lui-même, à ses yeux. Diana n'était pas qu'un projecteur. Elle est la seule à lui avoir tendu la main et à l'avoir sorti des ténèbres sans avoir besoin d'une raison. En 1971, lorsque l'émission Diana est diffusée, toute l'Amérique voit Michael à ses côtés, sur scène. Il joue naturellement, comme s'il était habitué à la lumière depuis sa naissance. Mais personne ne sait que c'est Diana qui lui a enseigné chaque étape, qui lui a montré comment sourire au bon moment et comment empêcher sa voix de trembler devant la caméra. Elle ne l'a pas forcé. Elle lui a seulement rappelé gentiment et a patiemment attendu qu'il grandisse petit à petit. C'est la première fois que Michael a vraiment brillé, non pas grâce à sa technique, mais parce que quelqu'un croyait qu'il pouvait le faire. Cependant, cette affection n'a jamais été officiellement nommée, car il existait entre eux des frontières tacites, compris de tous. Un pauvre garçon noir et une femme devenue une légende. Ce fossé était bien plus grand que l'âge ou le statut. Ils savaient que s'ils franchissaient la ligne, tout se briserait. Ils se sont donc tous, n'ont rien dit, ont continué à évoluer chacun de leur côté, tout en gardant une place l'un pour l'autre dans leur cœur. Michael ne l'a peut-être jamais vraiment appelée sa mère. Mais chaque regard qu'il lui adressait en disait long et, en grandissant, il est devenu une icône mondiale. Les gens voient toujours un soupçon de Diana Ross dans sa façon de se tenir, de parler, comme si elle ne lui avait pas seulement appris à chanter, mais aussi à être une personne sous les feux de la rampe. Après tout, certaines personnes ne se rencontrent pas par hasard, mais au bon moment. Et pour Michael, la rencontre avec Diana Ross à l'âge de 9 ans a peut-être été l'une des premières choses qui ont sauvé son âme de la longue et persistante solitude qui allait suivre. En 1978, lorsque Michael a accepté de jouer dans The Wiz,
Une adaptation moderne du Magicien d'Oz, avec une distribution entièrement noire. Beaucoup ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un tournant dans sa carrière. Mais pour Michael, c'était la première fois qu'il pouvait être avec Diana Ross. Pas seulement pour quelques heures de visite, pas seulement dans les coulisses pour quelques représentations, mais jour après jour, sur le même projet, en vivant le même rythme. Diana jouait Dorothy, tandis que Michael incarnait l'épouvantail, un personnage naïf et innocent qui voulait toujours apprendre à penser, tout comme il l'était dans la vraie vie à l'époque. Michael venait d'avoir 20 ans. Il n'était pas encore un homme. Il n'était plus l'enfant prodige de la Motown. Il s'est battu avec son image, avec lui-même et avec de vieux sentiments qu'il n'avait jamais exprimés. The Wiz n'a pas été un succès commercial. Le film a été critiqué parce qu'il n'était pas à sa place et qu'il cherchait trop à être spécial. Mais cela n'a pas d'importance. La seule chose qui restait, et peut-être la plus précieuse, était ce rare moment d'intimité entre deux personnes qui se rapprochaient, silencieusement depuis près de 10 ans, sans que personne n'ose franchir la limite. C'était la première fois que Michael pouvait s'asseoir avec Diana, dîner sans se presser et parler sans avoir à éviter le regard du directeur. Un détail qui a fait chuchoter dans le dos de nombreux membres de l'équipe de tournage est le fait que Michael ait invité Diana à passer la nuit dans l'appartement qu'il avait loué pendant le tournage. Pas d'hôtel, pas d'équipe, juste eux deux. Personne n'a dit explicitement ce qui s'est passé. Diana ne s'est pas expliqué. Michael n'en a jamais reparlé. Mais l'incident a poussé les assistants à se regarder, à chuchoter dans la salle de maquillage. Non pas parce qu'il y avait quelque chose de mal, mais parce que c'était trop intime par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir entre deux célébrités. Diana, comme toujours, reste silencieuse. Elle ne s'est pas défendue et n'a pas non plus exploité la situation pour attirer l'attention. Quant à Michael, après le coup de fouet, il a commencé à changer. Il devient plus contemplatif, sourit moins devant la caméra. Mais il y a dans son regard une certaine sérénité, comme si, enfin, il était proche de ce dont il avait rêvé pendant toute sa jeunesse. Pas l'amour romantique, mais l'acceptation, la permission d'être proche, d'être vulnérable et d'être une version imparfaite de lui-même. Ils ont interprété 2 chansons dans le film Ease on Down the Road et Brand New Day. Les mélodies étaient joyeuses, les paroles pleines d'espoir. Mais toute personne avisée aurait remarqué que lorsqu'ils chantaient ensemble, entre chaque note, il y avait un lien invisible. Il y avait un lien invisible. Ils ne jouaient pas la comédie. Ils ne faisaient pas semblant. C'était une harmonie qui ne pouvait apparaître que lorsque les deux se regardaient l'un l'autre, sans aucune défense. Le Wiz fut un échec commercial. Mais pour Michael et Diana, ce fut une victoire privée, silencieuse et ne nécessitant pas d'applaudissements. Parfois, les plus belles choses viennent de ceux qui ne sont pas célébrés. Et peut-être, ce sont ces nuits tranquilles de tournage, dans ce petit appartement où personne d'autre qu'eux ne savait ce qui se passait vraiment, qui ont fait que leur lien n'est plus une histoire publique, mais la chose la plus privée, la plus sacrée. Pas de promesse, pas d'alliance, juste un signe de tête. Un moment pour être ensemble sans craindre les ragots. Et pour Michael, c'était suffisant. Les gens se souviennent souvent de Michael Jackson pour son aura éblouissante, ses pas de danse défiant les lois de la gravité et ses yeux étincelants derrière son maquillage méticuleux. Mais il y a eu une seule fois, où il a laissé tomber le masque. Pas sur scène, pas dans une chanson, mais dans une interview où il a dit quelque chose que beaucoup pensaient n'être qu'une rumeur, un fantasme de fans trop zélés. Il a dit, clairement, d'une voix profonde et tremblante, c'est Diana Ross. Je l'aime. En 1982, le magazine Ebony envoie un journaliste interviewer Michael, qui est alors devenu une star internationale, mais n'est pas encore entré dans l'ère du thriller. Dans le studio, au milieu des flashs d'appareils photo et des rires polis, l'atmosphère s'est soudain assombrie. Michael sourit doucement, puis marqua une pause de quelques secondes, comme s'il hésitait entre garder cela pour lui ou tout dire. Et puis il l'a dit directement, sans tourner autour du pot, sans se cacher derrière des mots fleuris. « Je t'avais dit que tu ne me prendrais pas au sérieux. »« Oh oui, c'est ce que je dis. » Ce sourire ne ressemblait à aucun de ceux qu'il avait eus en public. Ce n'était pas pour le public, c'était pour lui-même.
comme s'il osait enfin dire ce qu'il avait caché depuis l'âge de 9 ans, lorsqu'il avait rencontré cette femme dans la foule pour la première fois. Il ne plaisantait pas. Il n'était pas évasif et, surtout, il parlait de l'épouser. Michael avait un peu plus de 20 ans à l'époque. Diana avait la quarantaine, un écart qui aurait fait hésiter n'importe qui, surtout dans un monde qui a toujours scruté les choses inhabituelles. Mais il s'en moque. Il n'avait besoin de l'acceptation de personne. Il avait juste besoin de le dire. Pour que toute l'Amérique entende qu'il l'aimait, que s'il pouvait choisir, il l'épouserait sans hésiter. Et n'oublions pas, c'était une époque où la discrimination était encore éparpillée comme des pierres sur le chemin qu'ils ont tous deux emprunté. Un homme noir exprimant ouvertement sa profonde affection pour une femme de près de 2 décennies son aînée, qui était également une icône de beauté. Une véritable diva n'est pas quelque chose que tout le monde ose faire, mais Michael l'a fait, avec douceur et détermination, comme s'il était dans son propre monde. Tout était possible tant que Diana était à ses côtés. Pour beaucoup, il ne s'agissait peut-être que d'une remarque fugace dans une vieille interview, mais en écoutant attentivement, on se rend compte qu'il ne l'a pas dit pour choquer, ni pour créer une opinion publique. Il l'a dit parce qu'il ne pouvait pas ne pas le dire. Parce que ce sentiment, retenu dans son cœur depuis trop longtemps, avait enfin besoin d'être appelé par son vrai nom. Et puis, lorsque l'interview a été publiée, une partie du public a été étonnée, tandis que d'autres ont pensé que Michael exagérait. Mais ce qui l'a peut-être le plus attristé, c'est qu'on n'ait pas cru à la véracité de ses paroles. Comme si son amour, pourtant réel, n'avait jamais été considéré comme quelque chose de sérieux. Mais il a continué à parler, car certaines choses, une fois prononcées, sont suffisantes pour vivre à jamais, et dans le cœur de Michael. Ce fut peut-être son moment le plus courageux, non pas lorsqu'il se produisit devant des millions de personnes, mais lorsqu'il s'assit seul face à la caméra et osa dire qu'il aimait quelqu'un, avec tout ce qu'il avait encore en lui. Ce ne sont pas les lumières de la scène, ni les acclamations de dizaines de milliers de fans, ni les enregistrements en tête des hit parades qui ont réduit Michael Jackson au silence ce soir-là. C'était une invitation au mariage, une simple carte blanche, envoyée d'une villa en Europe au nom de l'expéditrice Diana Ross et du marié Arne Ness Jr. Au milieu des années 1980, lorsque Diana décide de se remarier avec l'homme d'affaires norvégien, le monde semble éclater en bénédiction. Mais Michael, Louis, est resté silencieux, sans réaction, sans félicitations, sans présence. Il l'a évité discrètement. C'était la femme dont il avait explicitement parlé, qu'il avait déclaré publiquement dans la presse. Je l'aime. Celle dont il avait pensé que si ce monde était un peu plus juste, s'il était assez âgé, assez précoce, assez courageux, elle aurait pu être la sienne. Ses proches ont raconté que Michael ne pouvait pas cacher sa douleur. Il n'a pas essayé d'agir normalement, plus de sourires décontractés. Juste une série de journées vides, évitant de mentionner son nom. Pas de musique, pas de conversation. Lorsque quelqu'un a frappé à la porte du studio, il a simplement secoué la tête, et lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas assisté au mariage, il a simplement répondu, sans la moindre hésitation, que je l'aimais et que je l'aimerais toujours. Personne n'a osé poser d'autres questions. Pour le monde extérieur, Michael était une icône, le roi de la pop, celui que tout le monde voulait approcher, à qui l'on voulait serrer la main. Mais à ce moment-là, il n'était qu'un jeune homme, assis devant l'invitation au mariage de la seule femme qu'il aimait, et sachant que, désormais, elle appellerait quelqu'un d'autre son mari. L'amour qui n'est jamais réciproque est la forme la plus silencieuse de la douleur. Elle n'est pas bruyante, pas dramatique, mais elle ronge jour après jour, moment après moment de silence. Chaque chanson inachevée qui reste à écrire. Michael n'a peut-être pas dit grand-chose, mais dans ses yeux, les gens savaient que, même si elle appartenait au monde, à des millions de fans, à une autre famille à ses yeux, elle restait sa Diana à lui, celle qu'il n'avait jamais eue, mais qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Un ami a révélé un jour qu'après le mariage de Diana, Michael s'était retiré de ses activités pendant une courte période, sans donner de raison précise. Les personnes extérieures ne voyaient qu'un artiste ayant besoin de repos. Mais ceux qui le comprenaient savaient que c'était sa façon de laisser son cœur guérir, ne serait-ce que pour un petit moment.
Personne n'a blâmé Diana. Personne ne pouvait le faire. Elle a vécu sa propre vie. Elle avait le droit de choisir le bonheur. Mais dans ce petit coin, Michael était toujours le garçon qui se tenait dans les coulisses, regardant la scène où la lumière l'éclairait, n'osant pas s'approcher, ne sachant aimer que de loin. Et le plus douloureux n'est peut-être pas qu'elle ait épousé quelqu'un d'autre, mais qu'il ait continué à aimer comme s'il n'avait jamais été blessé. Qu'il ait gardé un amour unilatéral, silencieux et sans exigence. C'était une affection que personne ne comprenait, sauf celui qui la portait. Une sorte d'amour que, parfois, seule la musique peut exprimer pleinement. Michael a dit un jour que la musique était l'endroit où il cachait les choses qu'il n'osait pas dire, les douleurs, les affections qui n'ont jamais été nommées, et parmi les centaines de tubes qu'il a laissés derrière lui. 2 chansons font encore chuchoter et spéculer les gens pendant des années. Dirty Diana et Remember the Time. L'une pleine de colère, l'autre douce comme les premiers souvenirs. 2 teintes apparemment opposées, mais qui évoquent toutes 2 le même nom. Diana? Peut-être l'a-t-il nié un jour. Il a peut-être dit un jour que Dirty Diana était un type de femme ambitieuse qui s'attardait sous les projecteurs, attendant l'occasion de s'immiscer dans la vie d'un artiste. Mais ce qui s'est passé ensuite a éveillé les soupçons. En effet, le jour où Michael a déposé pour la première fois le copyright de Dirty Diana coïncidait exactement avec le mariage de Diana Ross avec Arnie Ness Jr., une coïncidence trop parfaite pour être le fruit du hasard. At Remember the Time, son frère, Jermaine Jackson, n'a pas été du tout subtil. Il a déclaré directement que Michael l'avait écrite pour Diana, une chanson qui n'est pas aussi complexe techniquement que d'autres succès, mais qui a quelque chose qui fait que les gens l'écoutent encore et encore, parce qu'elle évoque un sentiment très spécifique, quelque chose de beau qui s'est produit une fois, mais qui ne pourra jamais revenir. Dans le clip Remember the Time, Michael se transforme en un homme plein de nostalgie dans un palais royal, où la femme est trop puissante, trop éloignée pour être touchée. Une image qui coïncide étrangement, si l'on se souvient du cœur de Michael. Diana était à la fois sa mère, sa sœur et son amante, à la fois intimement proche et incroyablement éloignée, à la fois douce et pourtant inaccessible pour lui. Michael n'a jamais vraiment clarifié la situation. Il a tout laissé dans l'ambiguïté, comme il le faisait souvent avec ses histoires privées. Mais si l'on regarde profondément dans ses yeux pendant les représentations de Dirty Diana, où les émotions étaient incontrôlablement réprimées, on voit quelque chose de plus que de la musique, quelque chose qui ressemble à de la colère. Mais le genre de colère d'un amant à sens unique qui regarde l'autre s'éloigner vers quelqu'un d'autre, sans se retourner. Et Remember the Time ressemblait à un murmure, leger, sans reproche, juste une façon de s'accrocher à un morceau du passé, même s'il n'y a plus personne pour écouter. Peut-être Michael n'a-t-il jamais eu l'intention que quiconque le sache. Peut-être a-t-il pensé que s'il restait silencieux, ses chansons vivraient leur propre vie, sans marque, sans perturbation. Mais les gens ne sont pas naïfs, ils écoutent, ils voient. Et finalement, ils comprennent que parfois, l'amour n'a pas besoin d'être dit à haute voix. Il a juste besoin de résonner à travers les tambours, à travers le chant. Et seuls ceux qui ont vraiment aimé entendront ce qui se cache entre chaque note. Par conséquent, Dirty Diana pourrait concerner n'importe qui. Mais pour Michael, il s'agit peut-être toujours d'une personne, quelqu'un qu'il n'a jamais eu et qu'il n'a jamais oublié. Ce ne sont pas les chansons, ni la scène, ni les interviews soigneusement préparées, mais plutôt des enregistrements privés et non scénarisés qui ont véritablement révélé les émotions les plus humaines de Michael Jackson. Dans une série d'enregistrements divulgués au début des années 1990, Michael s'est confié à une amie nommée Glenda au sujet de la relation qu'il a toujours gardée secrète dans son cœur. Et dans un moment d'inattention, il a dit ce que tout le monde s'était demandé, mais n'avait jamais osé en être sûr. C'était unilatéral. Notre relation n'existait que dans ma tête. Une déclaration simple, mais qui a touché une corde sensible chez l'auditeur. Toute sa vie, il a été sous les feux de la rampe. Toute sa vie, des millions de fans l'ont qualifié de star. Mais à la fin, c'est lui qui aimait silencieusement quelqu'un qui ne l'aimait pas en retour. Un sentiment qui a mijoté pendant des années,
depuis l'époque où il était un jeune garçon guidé pour la première fois par elle, jusqu'à ce qu'il devienne une icône mondiale. Et qui est resté? Qu'en nous de lui seul? Pourtant, certains l'ont réfuté. Certains fans ont affirmé que Michael avait confirmé qu'il l'aimait d'un point de vue romantique. Je ne sais pas ce qu'il en est de Diana. Certains l'ont affirmé. D'autres en ont douté. Mais l'important n'est pas de savoir si Diana l'a su ou non, mais combien de temps Michael a gardé cette affection. Car on ne garde pas quelque chose dans son cœur toute une vie si c'est simplement fugace. Et puis, il y a eu un autre commentaire, pass forward, pass 2, mais qui a fait réfléchir tout le monde. Une autre raison pour laquelle je ris quand les gens disent qu'il n'aimait pas les femmes, c'est qu'il avait une chambre funéraire à son nom à Neverland, une petite pièce qui ne fait pas partie de la visite publique, qui n'est pas destinée à être montrée à qui que ce soit. Juste un coin privé, où il a accroché ses photos, gardé de petits objets liés à elle, comme un sanctuaire silencieux. Un homme avec le monde entier à ses pieds. Pourtant, il avait besoin d'un tel endroit, juste pour continuer à aimer sans espoir. L'amour non partagé, lorsqu'il se prolonge, se transforme progressivement en habitude. Puis, d'habitude, il devient une partie de l'identité, non plus une simple émotion, mais une partie de la personne. Michael ne cherche plus à la sensibiliser. Il n'a pas essayé de changer quoi que ce soit. Il l'a simplement laissé résider paisiblement en lui, tout comme cette chambre, calme et privée. Parmi les centaines de rumeurs sur la vie privée de Michael, certaines étaient vraies, d'autres fausses. Mais lorsqu'il a avoué que tout cela n'était que dans sa tête, les gens ont compris que ce n'était pas parce qu'il n'était pas assez bon, pas assez important, mais parce qu'il aimait quelqu'un qui n'était pas destiné à être le sien. Et le plus douloureux, c'est peut-être de le savoir, tout en étant incapable d'arrêter d'aimer. Toutes les légendes ne sont pas écrites par le triomphe. Certaines légendes, comme celle de Michael, sont écrites par les choses qu'il n'a jamais eues et qu'il a choisi de chérir comme des trésors pour la vie. Tout le monde disait que Michael Jackson vivait dans un autre monde. Mais ce n'est qu'en lisant son testament que l'on s'est rendu compte que son cœur n'avait jamais quitté la réalité. Et là, au milieu des clauses juridiques et des chiffres arides, il y avait un nom qui en a fait réfléchir plus d'un, Diana Ross. Ce n'est pas un hasard. Ce n'était pas de la politesse. Ce n'était pas un nom ajouté pour la simple formalité. Michael avait clairement écrit que si sa mère, Catherine Jackson, n'était plus en mesure de s'occuper de ses 3 enfants, Diana serait la suivante. Pas sa sœur, pas une amie proche, pas un parent éloigné. Mais Diana, celle qu'il appelait autrefois sa mère, sa sœur et son amante, tout cela à la fois. Il ne s'agissait plus d'un sentiment d'artiste à artiste, ni d'une vieille relation entre 2 stars qui avaient chanté ensemble. C'était une famille. Michael n'a confié ses enfants qu'à ceux en qui il croyait vraiment. Et cela en dit long. Lorsque vous choisissez quelqu'un à qui confier la vie de vos enfants, si vous disparaissez, vous dites la chose la plus importante sans avoir besoin d'un seul mot. Il s'agit là d'un acte essentiel. Il ne s'agit pas seulement d'une preuve de l'affection qu'il lui porte, mais aussi du rôle profond de Diana dans sa perception de la vie. Elle n'était pas seulement l'ancienne flamme qu'il admirait. Elle n'était pas seulement celle qu'il aimait silencieusement de loin. Elle faisait partie du cercle le plus petit et le plus sacré qu'il appelait sa famille. Personne ne sait ce que Diana a pensé lorsqu'elle a appris cela. Elle n'a jamais réagi publiquement et n'a jamais apporté de démenti. Mais ce silence même a rendu l'acte de Michael encore plus significatif, comme s'ils avaient tous deux toujours existé dans un espace séparé, sans fanfare, sans explication, juste en sachant et en gardant. Les étrangers ne comprendraient pas. Ils se demandaient pourquoi quelqu'un comme Michael, toujours réservé, profondément sceptique, évitant toujours les relations contraignantes, pouvait avoir une confiance aussi profonde. Mais en vérité, il n'y avait qu'une seule personne qui le faisait se sentir suffisamment en sécurité pour l'appeler famille, en dehors de la famille de sang. Et c'était Diana. Certaines affections n'ont pas besoin d'aboutir à un partenariat. Elles n'ont pas besoin d'être confirmées par des alliances ou des vœux devant un autel. Elles s'expriment par des choses plus simples, comme l'inscription du nom d'une personne sur un document juridique. Comme une manière silencieuse de dire « Je te fais plus confiance qu'à moi-même ». Michael est décédé,
laissant derrière lui de nombreuses questions sans réponse. Mais dans ce qu'il a laissé derrière lui, la réponse concernant Diana demeure, sans déclaration d'amour ni explication nécessaire. Juste un nom, placé dans la bonne position, à la bonne personne, et de manière significative. Michael Jackson a captivé le monde entier avec ses moonwalks qui semblaient défier la gravité, ses vocalises particulières et son regard qui semblait percer tous les objectifs. Mais avant de devenir le roi de la pop, il était un garçon totalement fasciné par chaque claquement de doigts, chaque inclinaison de la tête, chaque pas assuré, presque provocateur, d'une femme, Diana Ross. Elle n'était pas seulement une idole, pas seulement un guide, mais un modèle, une façonneur. La première lumière qui a illuminé l'âme artistique de Michael. Il a lui-même admis qu'il l'imitait, qu'il apprenait comment elle bougeait son corps, comment elle embrassait les feux de la rampe comme s'ils étaient nés pour elle. À 9 ou 10 ans, debout à côté d'elle pendant les répétitions, Michael n'a pas seulement appris à chanter, il a appris à imposer sa présence. Diana n'avait pas besoin d'enseigner. Elle avait juste besoin d'exister. Et ce garçon, avec ses grands yeux curieux et son imagination sans limite, a tout absorbé. La façon dont elle marchait, tenait la tête haute, tendait les mains pour embrasser le public, comme si elle attirait toute la salle dans son cœur. Tout cela a fait partie de l'ADN de la performance de Michael plus tard. La brillance qu'il portait ne provenait pas de son ego, mais d'une émulation reconnaissante. Mais le plus intriguant, c'est que Michael ne l'a pas nié. Au contraire, il a ouvertement parlé à plusieurs reprises de l'influence de Diana avec une fierté non dissimulée dans l'industrie du divertissement. Admettre être inspiré par quelqu'un est rare. Mais Michael a nommé Diana parce qu'elle a influencé non seulement ses talents d'interprète, mais aussi la façon dont il se définissait lui-même. Prenons le style de Michael à ses débuts. Les costumes chatoyants, les tailleurs pointus, un regard étincelant de mystère. Tout cela rappelle Diana à l'époque la plus vibrante de la Motown. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une continuation. Comme s'il poursuivait l'histoire qu'elle a laissée derrière elle. Mais avec son propre matériel, avec son propre corps. Et grâce à cette influence, Michael n'est pas devenu une copie, mais un nouveau chapitre. Un chapitre qui a hérité de l'énergie de diva de Diana, puis l'a mélangé à l'audace, à la particularité et, parfois, à la profonde solitude qui est impropre à Michael. Le « oh » qu'il a prononcé devant des millions de fans qui savaient qu'il avait, résonné dans la tête du garçon lorsqu'il l'avait regardé chanter pour la première fois. La façon dont il tournait le dos au public, puis lentement la tête, était peut-être précisément un mouvement qu'il avait mémorisé depuis ses premières tournées avec elle. La véritable influence n'a pas besoin d'être évidente. Elle réside dans des choses apparemment mineures qui touchent au plus profond d'une personne. Diana a planté une graine et Michael a laissé cette graine pousser sous les projecteurs tout au long de sa vie. Non pas comme une dette, mais comme un hommage silencieux, mais éternellement retentissant. À 81 ans, cette femme ne faisait plus beaucoup d'apparitions publiques. Elle était discrète, privée, parfois juste aperçue à travers une fenêtre sur une photo prise rapidement. Mais récemment, des proches ont raconté qu'elle avait commencé à parler davantage, non pas pour raconter des histoires du showbiz, non pas pour rappeler des gloires passées, mais pour décharger son cœur. Elle parlait par un après-midi humide, ses cheveux étaient striés d'argent et ses mains n'étaient plus aussi sûres qu'auparavant. Sa voix était égale. Elle ne dramatisait rien. Mais les auditeurs retenaient leur souffle. Michael m'aimait. Il m'aimait d'une manière difficile à nommer. Une phrase qui semblait dériver dans l'air, mais qui a fait que toute la pièce s'est soudain sentie très petite, très réelle. Quelqu'un laissa échapper un rire gêné, pensant qu'elle plaisantait, mais elle les regarda directement, secouant la tête. Ce n'était pas une chose éphémère, pas une lubie passagère. C'était le véritable amour. Pas de fioriture, pas de larmes, pas de citation. Juste les mots d'une personne âgée, assez âgée pour ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Mère, sœur et amante. Ce n'était pas une remarque anodine. Elle soupire. Je l'ai entendu dire cela dès la première fois qu'il l'a dit, et il ne l'a jamais dit différemment. Les gens ont spéculé, mais elle n'a jamais confirmé. Pendant des décennies, elle a gardé ses distances, juste assez pour ne pas blesser Michael.
mais aussi assez pour ne pas dépasser les limites. Elle savait ce qu'elle était à ses yeux. Elle a vu cette admiration grandir au fil des ans, du regard d'un garçon de Détroit à celui de l'homme qui se tenait au sommet du monde de la musique. Et cela même l'a empêché de lui rendre l'appareil. Non pas parce qu'elle s'en moquait, mais parce qu'elle comprenait trop bien qu'une telle affection, mêlée à l'admiration, deviendrait quelque chose de très fragile. Il m'a donné un amour que je n'étais pas sûr de pouvoir supporter. Elle l'a dit, sans drame, juste honnêtement. Et comme je savais que c'était sérieux, je n'ai pas osé le rompre. Quelqu'un a demandé, « Alors, l'avez-vous jamais aimé? » Elle laisse rester silencieuse. Regardant le thé qui s'était refroidi depuis longtemps, je l'aimais profondément, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre, mais je n'ai jamais aimé. Comme il m'aimait, je n'osais pas mentir. C'est tout. Aucun détail n'est nécessaire. Aucune autre confirmation. Il a suffi d'entendre cela pour comprendre que certaines choses n'ont pas besoin d'être révélées publiquement par les personnes concernées, parce qu'elles ont existé trop profondément dans leurs mémoires respectives. Et peut-être que ce qui l'a le plus peiné, ce n'est pas que cet amour n'ait pas été réciproque, mais qu'il ait toujours existé si discrètement, sans que personne ne s'en préoccupe. Pourtant, aujourd'hui encore, elle se souvient. C'est très clair. Personne ne sait avec certitude ce qui s'est réellement passé entre Michael Jackson et Diana Ross. Personne ne les a jamais vus s'embrasser. Il n'y a pas eu de photos d'eux dans les coulisses, main dans la main. Aucun enregistrement intime n'a été divulgué. Tout se tient des fragments. Une remarque désinvolte lors d'une interview. Un regard filmé. Une clause d'un testament que les gens considéraient comme une simple formalité. Mais lorsqu'on s'assoit et qu'on reconstitue patiemment chaque petit détail, l'histoire apparaît soudain plus clairement que jamais. Michael a appelé sa mère, sa sœur et son amante. Et ce qui est étrange, c'est que personne ne s'est moqué, parce que lorsqu'il l'a dit, les gens ont compris que Michael ne faisait pas référence à 3 personnes différentes, mais à une seule. Une personne qui était présente depuis qu'il n'avait que 9 ans, se tenant maladroitement sur scène, tremblant sous les lumières. La première personne à avoir cru en lui. La première personne à lui poser la main sur l'épaule et à lui dire « Chante, tu peux y arriver ». Pour Michael, la présence de Diana n'était pas seulement de l'affection, mais aussi une étape importante, une fondation pour la personne qu'il deviendrait plus tard. Puis, en 1982, il n'est plus ambigu. C'est Diana Ross. « Je l'aime », dit-il dans l'interview d'Ebony. Pas d'évasion, pas de jeu de mots. Et si vous regardez dans ses yeux quand il a dit ça, une chose est claire, Michael n'a jamais plaisanté sur les affaires de cœur. Lorsque Diana s'est mariée, Michael n'est pas venu. Il n'a pas envoyé de vœux. Il n'a offert aucun sourire. Il s'est simplement retiré. In silence, comme si une partie de lui avait été enlevée. Une connaissance a raconté qu'il n'a pas pu cacher son expression de désolation en apprenant la nouvelle. Pas la jalousie. Pas de colère, juste un profond sentiment de perte. Le genre de sentiment que seuls ceux qui ont aimé et n'ont pas été aimés en retour comprennent vraiment. Des années plus tard, l'enregistrement des droits d'auteur de la chanson Dirty Diana a été retrouvé, coïncidant exactement avec la cérémonie de mariage de Diana. Coincidence? Peut-être, mais dans le monde de Michael, où chaque mouvement, chaque mélodie a une signification cachée, très peu de choses sont accidentelles. Et puis, il y avait la volonté. Pas une amie, pas une petite amie selon les rumeurs. Mais Diana Ross elle-même a été choisie par lui comme tutrice de ses 3 enfants si sa mère n'était plus en mesure de le faire. Une signature, un nom. Une position non seulement par sentiment, mais par confiance absolue. Dans les chuchotements sur Reddit, dans les enregistrements avec Glenda, Michael a avoué un jour que c'était unilatéral. Mais ensuite, les personnes qui le suivaient depuis longtemps ont souligné qu'il avait confirmé qu'il l'aimait d'un point de vue romantique, et plus que n'importe quelle parole. Quelqu'un qui avait été à Neverland a raconté un jour dans une pièce. Michael avait placé les photos de Diana, doucement éclairées, méticuleusement disposées comme un petit sanctuaire. Pas d'explication, pas d'exposition publique, juste un espace tranquille dédié à une seule personne. Nous n'avons pas besoin qu'ils déclarent ouvertement leur amour. Pas besoin d'un baiser filmé. Pas besoin d'un mariage grandiose. Parce que pour Michael,
Cet amour était suffisamment complet simplement en étant gardé dans son cœur. Et pour Diana, peut-être a-t-elle choisi le silence pendant tant d'années, non pas parce qu'elle n'aimait pas, mais parce que cet amour était trop réel, trop fragile pour être placé sous le regard du monde. Il y a des pièces de puzzle qui ne trouvent jamais leur place tant que les deux individus n'ont pas quitté cette vie. Mais quand nous regardons en arrière, même tardivement, nous pouvons encore voir ce que l'on ne peut nier, un amour éternel, doux et silencieux, brûlant comme une bougie dans l'obscurité. L'histoire entre Michael Jackson et Diana Ross n'a jamais eu besoin de déclarations officielles. L'affection entre eux, pleine d'admiration, conflict in turn, et le silence en dit long sur les moindres gestes. Des regards sur scène à un nom dans un testament. Des mots chuchotés lors d'interviews à une chambre secrète à Neverland. Tous étaient comme des signes de ponctuation silencieux d'un amour qui n'a jamais eu besoin d'être nommé. Il ne s'agissait peut-être pas d'une relation romantique à part entière, mais c'était une émotion durable, intemporelle, une émotion que tous ceux qui ont aimé profondément reconnaîtront. Si vous vous sentez ému ou si vous découvrez une vérité authentique dans cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, commentez avec vos impressions et abonnez-vous pour découvrir d'autres facettes inédites de ceux qui ont laissé une marque indélébile sur le monde. Nous sommes là pour vous raconter les histoires les plus authentiques. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui donner un like et cliquez sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune de nos mises à jour quotidiennes. N'hésitez pas à regarder les vidéos les plus récentes et les plus populaires qui s'affichent sur votre écran. Au revoir et à la prochaine.